Bon, OK, on est printemps 2013, prospection pour l'automne 2013. J'ai quelques territoires en vue. Je suis pas tout encore vraiment fixé. Degré 108, Éric. Par là, on va marcher sur le long parce qu'on va revirer de même. Si je chasse site puis je tire un ornière là-dedans, ça sera pas une shot à 100 pieds certain, c'est sûr. Même si je chassais à la carabine. On va être à l'arc, mais... Je disais qu'il y a une place qui ressemble au Canada, là. Et c'est ici. On jurait c'est le Canada. L'Alaska est là, tout, territoire. Je serais mieux d'aller là, on a rien qu'à embarquer d'une chaloupe puis conduire, on arriverait sur une bande. Aujourd'hui, c'est la suite de la prospection pour la chasse 2013. On est le 21 août aujourd'hui, c'est une dernière journée de prospection. Là. Juste pour starter, là, puis t'as bien que j'aurais dû prospecter une couple de jours de plus, mais j'étais allé à d'autres places. Puis finalement, ça se fait ici, là. Puis, tout ça pour dire, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on arrive, là, je me souviens pas quel kilomètre c'était. Vous allez voir ce spot, je veux que vous le voyez en même temps qu'Éric. Éric l'a jamais vu. C'est-tu assez trou à ton goût? Fait que ce qu'on va faire, nous autres, les câbles, là, cet automne, là, on va se descendre là-dedans. Il n'y a personne là-dedans. Là. Il n'y a personne qui va aller là. Il y a juste 17. J'aurais aimé mieux que de ne pas le voir, finalement, parce que de ce d'abord il y a juste 17 qu'on voit ça. On va se descendre dans ce trou-là. Je ne sais pas si à l'écran, vous voyez aussi bien qu'on le voit. Là. Aujourd'hui, la marche va se faire là-dedans. Oh, c'est en poussant en sapinage en dessous de terre, tout le monde. Dans le trou là, qu'on a prospecté avec les chiens. Là. Puis, j'ai pas vraiment pas le vent là, pour faire ce que je veux. À peine 10 minutes après avoir parlé à la caméra, j'ai entendu une réponse. Il y a un gros bout. J'ai essayé d'aller dessus. Puis il me répondait pas quand j'allais dessus. Puis on dirait que la femelle, que je pense qu'elle était avec là, elle se poussait tout le temps. Nous sommes maintenant rendus au 4e DVD de la première année d'abonnement. Puis vous allez voir le dénouement de tout ce qui s'est passé pour ce qui est de ma chasse de 2013. On a commencé avec le premier avec la prospection, le deuxième encore de la prospection, le troisième avec le début de la chasse et vous allez voir la conclusion de cette chasse-là. Vous avez reçu une petite lettre, ceux qui étaient abonnés, vous avez reçu le DVD par la poste. Vous avez reçu une autre petite enveloppe avec une lettre dedans qui vous invite, si jamais ça vous intéresse, à vous réabonner. Alors j'explique un peu plus en vidéo qu'est-ce que la lettre veut dire finalement. Pour être un petit peu plus, y aller un peu plus dans le détail, c'est que vous avez le choix. L'abonnement, c'est le même prix, c'est le même principe, 4 DVD par année, minimum 1h15 par DVD, toujours avec du contenu, des scènes de chasse, le plus possible idéalement, mais c'est sûr que c'est les orignaux qui décident. Puis souvent, je vois dans un territoire, comme vous savez, assez difficile. Pour la plupart de mes chasses, sont ces territoires publics. Fait que c'est un petit peu difficile, ça augmente le coefficient de difficulté. Puis, je pense que la plupart des chasseurs qui me connaissent, sont abonnés à mes DVD, aiment mieux que j'essaie de faire 4-5 chasses par année, peut-être 6, entre 4 et 6, dans des territoires qui ressemblent à leur, ces territoires publics difficiles, que vous arrivez avec 10 vidéos que j'ai tournées à Matane, des places surpeuplées d'orignaux. Fait que je vais garder toujours le même créneau, finalement. Puis, ceux qui veulent se réabonner, pour continuer à ce que je disais, ce que je suis en train de dire, c'est toujours le même principe, le même prix, 75 $ par année. Avec les taxes, 86 et 25. Puis, si ça vous intéresse, ceux qui s'abonnent, vous avez cette tête-là en main, ceux qui s'abonnent avant le 1er août, vous avez le choix entre 2 cadeaux d'abonnement. Premièrement, vous avez le choix entre le DVD sur la DVD-CD sur l'appel. C'est un DVD-CD, c'est-à-dire que vous avez le même contenu en audio que vous pouvez écouter dans votre auto, que vous pouvez regarder et écouter à la télé sur DVD. Le principe de le mettre aussi sur CD, c'est que vous pouvez l'écouter comme quand vous apprenez une chanson par cœur, finalement. La façon que je l'ai faite, j'ai fait ça le plus simple possible, en décrivant les appels de femelles en ostrus, en sachant quoi faire si on a une réponse, etc. Je pars vraiment de la base. Je dis au chasseur, faites le son on. Je le répète 2-3 fois. Pour ce qui est supposons de l'appel de femelle, je donne un exemple. Le chasseur le répète. J'ajoute quelque chose d'autre, comme se rouler la langue dans le palais comme ça. Je le fais 2-3 fois. Il y a le même temps que j'ai pris pour le faire, pour le répéter. Je rajoute une autre chose encore. On arrive à la fin à se rouler la langue dans le palais, à se pincer le nez, alors en montant et descendant la tonalité, en ajoutant une lettre comme un M. On fait le son on monte, on descend, on fait un M. Le chasseur, s'il a tout suivi à la lettre,
Puis écoute ce que je lui dis, parce que je dis aux chasseurs que si vous n'êtes pas prêt à passer à l'autre étape, pognez votre manette de DVD dans votre auto, skippez, pas skipper, mais retournez d'une case, retournez d'une track pour écouter, le faire encore. Puis comme une chanson que vous apprenez à apprendre par cœur, vous allez, à force de pratiquer comme ça, vous allez, avec ce DVD-là, être capable d'arriver à la fin, puis savoir ce que ça prend finalement. Je dis toujours que pour ce qui est du corps de la femelle, entre autres, le mâle aussi, là, mais pour ce qui est du corps de la femelle, il faut savoir deux choses. Faire une tonalité qui ressemble à un orignal, puis imiter les bons comportements. C'est une tonalité que lorsqu'un orignal vous entend caler, qui vous associe à un orignal, puis après ça, qui vous associe à une femelle en oestrus. Tout ça, c'est décrit là-dedans. Aussi, quoi faire si on a une réponse, comment faire les réponses de mâle, etc. Ça dure, je pense, c'est plus d'1 heure et demie. Vous avez le choix entre ce DVD-là ou le coffret de toutes les techniques de chasse à l'orignal, de tome 1 jusqu'à 6. Le 6, qui est en 2 parties, première et deuxième partie parce qu'il était trop long pour mettre juste sur un DVD. Le tome 1 jusqu'à 6 dans le même coffret. On parle de... C'est d'une valeur, c'est 7 DVD qui sont sur le marché environ de 30 par DVD. Pour ce qui est de ce cadeau-là, c'est quand même une offre quand même assez intéressante. Vous avez le même, vous allez tout recevoir ça dans le même coffret comme ça, le tome 1 jusqu'à 6. Le tome 1 sorti en 2000, ça part de ma chasse 2006, le tome 1 sorti en 2007, jusqu'à la fin de l'année 2011. C'est plus de environ 1 heure et demie par DVD. Fait que si vous avez 7 DVD qui durent environ 1 heure et demie, c'est beaucoup d'heures à écouter, à attendre le monde autour de vous avec mes vidéos dans votre lecteur. Puis vous n'êtes pas obligé d'écouter ça tout en même temps. J'avais le choix. Vous cochez sur la petite lettre que je vous ai envoyée, lequel vous voulez des deux, ce DVD-là ou le coffret, avec un chèque ou un mandat poste de 86,25. Puis ceux qui s'abonnent avant le 1er août, vous avez le droit à ces deux offres de cadeaux-là. Fait qu'on poursuit avec le contenu de ce... Puis en passant, ceux qui vont se réabonner, c'est le même principe, mais j'ai des beaux projets, même assez grandioses pour ma part, finalement, pour le métier que je fais, finalement. Écoutez le DVD jusqu'à la fin, vous allez savoir de quoi je parle. Puis on continue avec ma chasse 2013. Bon, OK, on est l'après-midi. Puis il fait très chaud, il fait 23 degrés. C'est là, dans mon camion, la température est marquée 23 degrés. Il y a des chasseurs qui ont vécu un peu le même genre d'expérience que moi le matin. Ça a une réponse, mais il vient pas. Probablement que les orignaux, ils savent. Probablement ils savent qu'il était pour faire chaud, puis il n'est pas question de se battre. Mettre des heures à récupérer d'une bagarre à grosse chaleur. Fait que ça a comme été juste un genre d'huile qui a voulu nous faire un duel vocal, si on peut dire. Puis je suis sûr qu'il y avait une femelle avec lui. Fait que là, j'étais à peu près à 2 km de là. Je viens le lendemain, je vais marcher d'une vieille tirée que personne ne prend, elle a être fermée. Sûrement, je vais marcher à côté des bouts. Pour nous rendre à peu près dans les sites, pas pire vers où il se dirigeait. Puis il colle à peu près un demi-kilomètre avant ça, puis jusqu'à temps qu'on arrive à Noirceur, finalement. La marche n'a pas donné grand-chose. La marche n'a pas donné grand-chose, c'est que... j'ai entendu une femelle ici. Mais je suis pas sûr que c'est une femelle. Ça ressemble vraiment à un chasseur. Mais il y a des fois, là... Il y a des fois, j'ai entendu une femelle, j'aurais juré que c'était un chasseur qui collait, mais c'était vraiment une femelle. Mais là, ce qui est bizarre, ce qui me fait dire que c'est une femelle plus qu'un chasseur, c'est que ça s'éloignait de moi. J'essaie de rattraper tout le temps, puis ça s'éloignait. C'était comme 15-20 minutes, j'ai pas entendu, puis là, je l'entends, ça fait à peu près 5 minutes, je l'ai entendu 3-4 fois. Mais ça colle comme un humain. Pour moi, l'écouter, les vieux records. Parce que il sortait des sons d'humains là-dedans, là. Mais c'est peut-être un orignal aussi, là. Moi, je pense que c'est plus un orignal qu'un chasseur. Parce que je ne verrais pas pourquoi un chasseur s'éloignerait. Quand il entend le bouc que je fais, là. Des coups de corne, à moins qu'il ait peur. Qu'il ait peur du bouc, là. Ça peut arriver aussi, là. Un humain qui a peur. Ce qu'il me fait dire, c'est peut-être un humain. C'est que j'ai vu des traces dans l'entrée que j'ai pris. Il y avait des traces de bottes. Puis, il y a des rubans orange qui montent comme ça un peu, là. Ces rubans-là, ça fait pas longtemps qu'ils sont mis. L'ouverture, c'était hier. C'est-tu ce gars-là? Je sais pas. Ce qui arrive, on sait jamais, Christy. T'entends de quoi, un orignal? C'était loin au début. Maintenant, c'était plus proche. Après ça, c'était plus loin. C'est jamais, il y a tellement de chasseurs ici.
Mais je trouve ça bizarre que c'est un chasseur que ça s'éloigne. Vraiment beau, cette forêt de bois mou là. C'est pas un site nourricier, les bouchers sont plus loin. La chaleur me fait coller ça, mais là, demain, je vais aller plus proche des bûchers. Il me reste 15 minutes, là. J'ai 1,8 km à peu près à marcher, là. On va marquer ça. Ouf. Je suis mieux de marcher à côté de la treille que dans la treille. Alors, si on résume, ma semaine de chasse qui a débuté le samedi, surtout le samedi après-midi. Le dimanche matin, j'ai eu une réponse environ ici, en descendant la montagne comme ça ici, en m'en allant de même. Puis là, on était le dimanche après-midi. Ce que j'ai eu comme plan d'attaque, ce que j'ai pensé, c'est qu'étant donné que le mâle, d'après moi, s'en allait comme ça, qui est parti comme ça, le dimanche après-midi, je me suis stationné vers ici environ, puis je me suis en allé encore là comme ça. Quand la montagne était moins à pic un petit peu, j'ai marché sur le flanc, là, comme ça ici, en allant vers d'où ce que je pensais avait été l'orignal. Comme il faisait très chaud l'après-midi, j'étais plus dans les sites de repos, entre les sites nourriciers. Puis, c'est ça, la femelle que j'ai cru entendre était vers ici environ. Mais malheureusement, je ne saurais jamais si c'était. J'ai jamais su si c'était une femelle ou un chasseur. Si on regarde sur l'image satellite, j'ai parti comme ça. Puis j'ai traversé l'autre bord comme ça ici, en allant vers où ce qui était la réponse de l'orignal, qui était environ ici. Vous avez été beaucoup à avoir adoré l'entrevue avec Denis Harvey, médecin vétérinaire. Fait que, vous m'avez forcé à revenir le rencontrer chez lui. Mais un gros merci encore, Denis, de Fait bien m'accueillir et plaisir. accueillir tout le monde Ça me fait chez bien toi. plaisir. Là, j'ai demandé à Denis, on fait une autre petite entrevue. Il a dit oui, puis on a trouvé des sujets là. Non, non, c'est pas les sujets qui manquent, c'est pas le contenu qui manque. Par quoi tu veux commencer, Denis? Alors, les questions qui reviennent souvent, les sens d'orignaux, comment Ouais. on voit, comment on entend l'orignal. Ouais. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un animal, ben, comme d'autres cervidés, comme le chevreuil et tout ça, mais l'orignal a vraiment, au niveau des sens, de l'ouïe et de l'odorat, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est ça, je ramassais mes idées rapidement. Puis, l'odorat de l'orignal, c'est parce qu'en plus, ça m'est venu quand la dernière fois que j'ai assisté à une de tes conférences là, sur comment masquer ses odeurs, tout ça. Moi, j'ai l'impression, puis quand on lit là-dessus, que c'est impossible de masquer ces odeurs. L'orignal, là, nous, on a un sens d'odorat qui est assez atrophié, puis quand on reçoit une odeur de n'importe quoi, ça arrive comme une bouffée. Puis on imagine que l'orignal, c'est la même chose. Mais l'orignal, il y a un odorat qui doit ressembler à notre vue un peu. Il est capable de voir les détails, d'imaginer toutes sortes de choses. Donc, quand il reçoit une odeur, il est capable de la décomposer. Il dit, oups, ça, il y a de l'odeur de sapin, en dessous, il y a de l'odeur d'épinette, puis après ça, il y a de l'odeur d'humain, puis tout ça arrive dans une certaine proportion. Par contre, ça ne veut pas dire, je pense, qu'on ne peut pas s'aider à la chasse. Ce qu'on peut faire, c'est de baisser l'intensité de l'odeur. Parce que, contrairement à nous, les cervidés, puis l'orignal, c'est documenté, il sert beaucoup de la densité, la quantité de molécules là, qui arrivent pour évaluer la distance. Puis en plus, à cause de la distance entre ces deux narines, surtout un gros mâle, il est capable de, on appelle ça une stéréo-olfaction. Il est capable de, un peu comme nous autres, on voit la profondeur avec nos yeux, lui, il voit la profondeur avec son nez. Puis, il est capable, avec ça, d'évaluer la distance où est le prédateur. Puis un orignal, tu le sais, plus qu'un chevreuil, il a sa bulle à lui. Puis quand tu n'es pas dans sa bulle, il a l'air d'un imbécile. Il n'est pas pas imbécile, parce que tu ne lui fais pas peur, tu es trop loin. Il dit, moi, je vais me sauver s'il s'approche. Ce qui fait que si tu camoufles tes odeurs, si tu as des vêtements, ou si tu t'es lavé, si tu fais attention, s'il sent des molécules humaines, lui, il est capable de dire, oups, ça, c'est à tant de mètres.
puis ça ne m'énerve pas parce qu'il est assez loin. Mais toi, tu es bien plus proche que ça à cause de si tu as fait attention. Si par contre, tu n'as pas fait attention, il va te dire très, très précisément, tu es à telle distance, puis là, il va s'inquiéter à la bonne distance. Donc, ce que tu fais en camouflant tes odeurs, c'est que tu le trompes sur la distance à laquelle tu es. Puis, si chasseur de chevreuil, puis moi, ça m'est arrivé, tu es dans un mirador, tu vois un gros boc passer, tu as fait attention, tout, il n'y a pas de vent, il te sent, mais il regarde en arrière. Parce qu'il dit, avec cette quantité d'odeurs-là, de molécules-là, tu ne peux pas être proche. Tu es plus loin. Okay. Puis toi, tu es là avec ton arc à 20 verges, puis lui, il pense que tu étais à 200 verges, puis il dit, regarde, son arc à 200 verges, il me fait pas peur. Fait que ça, je trouve ça bien intéressant de comprendre. Stéréo-olfaction, oui. Stéréo-olfaction, c'est vraiment bon. C'est ça. C'est ça que je voulais souligner, peut-être, l'olfaction. Pour la vue, ce qui est intéressant qu'il faut comprendre, c'est que la vue chez tous les animaux, c'est adapté à ce qu'on fait. Puis, les herbivores n'ont pas besoin de voir les couleurs. Eux autres, que l'herbe soit verte ou brune, ils vont la sentir et tout ça. Donc, ils n'ont pas les yeux de la même façon. Puis, dans les yeux, on a deux choses. On a des cônes et des bâtonnets. Je ne sais pas si c'est des cours de biologie. Bon, les bâtonnets, ça sert à la vision nocturne, ça sert à détecter le mouvement. Eux autres en ont beaucoup plus que nous. Puis, ils en ont là, vraiment dans tout le fond de l'œil, sur la rétine. Donc, ils sont beaucoup plus facilement que nous. Ils vont détecter le mouvement, puis ils vont voir en noir et blanc avec les bâtonnets. Et puis, ils voient la nuit. Okay? Ça, c'est ce qu'on ne peut pas. Bon, ils vont voir la nuit aussi parce qu'ils ont plus de bâtonnets, puis parce qu'ils ont aussi ce qu'on appelle un tapetum, là, comme beaucoup d'animaux. Tu sais, quand tu mets une lampe de poche là, devant un radon laveur, là, tu vois les deux yeux, bien, c'est ça. On appelle ça, c'est un miroir dans le fond de l'œil, puis qui fait que la lumière va repasser plusieurs fois. Donc, même à faible intensité, ce qu'on n'a pas, nous, on n'a plus de tapetum. Mais la plupart des animaux en ont. Ça leur permet de voir pendant la nuit avec ces bâtonnets-là puis de détecter. Ils ont des cônes, beaucoup moins que nous, puis des cônes, chez les animaux, il y en a, chez les humains, il y en a 4 catégories. Les oiseaux en ont 4 parce que les autres, bien, la plupart des oiseaux, là, ils ont besoin de voir toutes les couleurs pour la parade nuptiale et toutes sortes de choses. Nous, on en a 3. Les daltoniens en ont juste 2. Il y a beaucoup d'hommes, on dit, à peu près entre 11 et 12 % des hommes qui en ont 2, 2,5, qui voient des difficultés à voir entre le rouge et le vert. Chez les femmes, c'est plus rare. Et puis, les cervidés en ont 2. Eux autres, ils voient les couleurs, mais juste du côté bleu et ultraviolet, ce qu'on ne voit pas, nous. Mais tout ce qui est orangé, du vert à l'orangé, puis en descendant vers le rouge, ils ne le voient à peu près pas. Ils voient ça comme du gris, tout ça. Donc, un dossard orange, ils ne le voient pas. Parce qu'ils n'ont pas les cônes. Plus un peu, pas vraiment, ça fait une masse. Eux autres, ce qu'ils n'aiment pas, c'est une masse unie. T'sais, un dossard, si on avait le droit, mais on n'a pas le droit, mais barré comme ça, ils ne verraient pas. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est voir une masse unie qui aurait l'air d'un ours. Là. Okay. Mais eux autres, ils voient ça gris. Donc, que ton dossard... Par contre, s'il est neuf, j'imagine que là, il y a plus d'UV dedans. Là, les UV vont plus refléter. Mais un vieux dossard qui est passé au soleil, là, lui, c'est une masse grise, puis il ne voit pas. Alors, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas l'œil fait de la même façon. Les autres, c'est le mouvement puis la vision nocturne qui est efficace. Nous, c'est l'inverse, c'est la couleur. Puis la vision diurne, on n'a pas les mêmes cônes. La vue, pour terminer, il y a 2 autres différences au moins par rapport à l'humain ou à un prédateur. Un, c'est que c'est pas stéréoscopique, c'est un œil de chaque côté, contrairement à nous, donc il ne voit pas très bien les profondeurs. Par contre, il y a un angle de vision beaucoup plus grand. Ce qui fait que le moindre mouvement, vous le savez, il y a un orignal qui arrive de côté, tu fais juste lever l'arc ou la carabine, tu as l'impression qu'il garde le vent, puis il te voit tout de suite. Ça fait que ça, c'est bien important de savoir qu'il y a par contre, il a de la misère à voir la distance, mais avec son nez et ses oreilles, il va le décider. Puis l'autre chose aussi, c'est que le cristallin est beaucoup moins mobile que nous. Nous autres, on est capable d'ajuster, on fait le foyer, on cherche, OK, c'est juste là. Lui, ça bouge presque pas. C'est un cristallin presque myope. Là. Ce qui fait que pour ajuster, pour vous voir, il est obligé de changer la position de la tête. Autrement, il ne voit pas clair. C'est pas qu'il est aveugle, c'est juste que c'est flou tant qu'il n'a pas bougé la tête. Puis bouger la tête, pour lui, vous le voyez qu'il cherche, c'est parce qu'il essaie de voir clairement. Puis en même temps, avec son nez, il cherche l'odeur. Fait que c'est ça. Puis donc, si on veut le surprendre pour pas qu'il vous voie, il faut attendre qu'il ait la tête à terre ou la tête très haute. Mais autant que possible, la tête à terre. Donc, un orignal qui... Oui, c'est ça. Là, à ce moment-là, il ne verra pas parce que... Sa vision tombe du haut en bas. Haut en bas. Donc, si quelqu'un est accroupi et puis l'orignal se met la tête en bas, là, vous pouvez bouger un peu puis il ne vous verra pas. Mais si vous êtes debout puis lui est debout, il faut être quasiment dans son dos pour qu'il vous voie. T'sais. Ça ne sera pas clair l'image, mais il va y avoir quelque chose de brun ou de gris là, puis qui n'est pas normal. Fait que ça va y faire peur. Tu me disais aussi, Denis, que lorsqu'il y en a qui me disent que l'orignal était fâché, il avait les yeux blancs, c'est pas nécessairement un signe d'agressivité. Ça peut être
accompagné d'un signe d'agressivité, c'est plus qu'il essaie de croiser ses Il, axes. il essaie d'identifier à distance, surtout s'il vous sent. Là, il essaie parce qu'il y a quand même une vision stéréoscopique, mais la nôtre, je me souviens pas de combien, là, elle est au-dessus de 180 degrés. Là, tu sais, quand on. En tout cas, je ne sais pas chez l'humain de combien, mais chez l'orignal, ça va être de 20 ou 25 degrés, là, où il est capable d'évaluer vraiment la distance. Fait que là, s'il est vraiment très stressé, le nez, il n'est pas trop sûr, puis tout ça, bien là, il sert de tout ce qu'il y a pour décider est-ce que je reste ici, est-ce que j'attaque ou je m'en vais. Fait que là, c'est ça qu'il fait. Puis là, tu as les yeux qui chouent, il essaie de les ajuster pour se faire une vision stéréoscopique. Puis là, ils envoient tous les deux en avant. OK. C'est vrai que c'est impressionnant à voir. Là, puis d'habitude, quand il fait ça, il se couche les oreilles en plus. Parce qu'il est stressé, là, il entend moins bien. Ça fait que ça, c'est un animal dont il faut se méfier. S'il est à 20 verges devant vous, là, puis qu'il se met les yeux de même, puis qu'il couche les oreilles. S'il y a de poil raide sur le dos. Ouais, ça veut dire, écoute, je pense que t'es pas loin, puis je pense que va t'arranger. Surtout une femelle, ce qui est dangereux, une femelle avec son. Oui, ça, elle peut décider qu'elle va te faire partir. Fait que ça, c'était pour. C'est ça, puis pour finir, c'est l'audition. Bien, se souvenir qu'un orignal, ça a des oreilles indépendantes. C'est un cerveau auditif indépendant aussi. Il est capable d'analyser deux signaux différents, ce qu'on n'est pas capable de faire. Nous autres, on a bien de la difficulté. Il est capable d'avoir la distance assez facilement. Les surfaces d'une oreille d'orignal, c'est à peu près 60 à 70 fois la nôtre. Fait que ça entend. Hein? 70 fois. 70 fois la surface, oui. Puis c'est mobile, puis c'est indépendant. Ça fait que vous ne tromperez pas une orignal avec ses oreilles. Là. C'est vraiment. Le nez est peut-être plus important. On va prendre mon chien, lui, c'est 30 30 pour c'est ça. Nous autres, c'est 90 par les yeux. Toute l'information passe par les yeux. Bien, chez un orignal, c'est l'inverse, par le nez que ça passe. Après ça, les oreilles, puis finit par les yeux. C'est l'inverse, nous autres. Puis aussi, on avait vu Bubénic, le célèbre biologiste, qui servait d'un bois d'orignal comme radar, les gros mâles. Comme radar. Les gros mâles, sans doute. Coupole, genre de coupole. Oui, c'est une espèce de coupole. Puis là, sans doute que ça leur permet à très longue distance d'évaluer mieux parce que ça doit être. Ils reçoivent le son, puis avec le temps que ça prend de chaque oreille, il est capable de faire de la trigonométrie, puis d'aller dire ça, c'est à 1,2 km. Ce qu'on n'est absolument pas capable de faire. Quand même des bêtes assez sophistiquées. Ah, c'est bien fait, c'est extraordinaire. Nous autres, quand on entend un bruit de très loin, tu vas te mettre d'un côté, mais c'est pour avoir plus de son, mais tu sais pas, tu n'es pas capable de dire c'est à quelle distance. L'autre oreille est travaille moins. Ouais. Puis combien de fois on se fait prendre, tu sais, l'orignal, là, tu dis, bon, il est à 50 pieds en arrière de moi, tu te retournes, puis il te regarde, puis il est à 20 pieds. On n'a aucune. Nous autres, c'est les yeux. 90 de l'information sur le monde qui nous entoure chez l'humain passe par le nerf optique. Chez les orignaux, c'est le nez et les oreilles. L'odorat, l'ouïe et la vue. Puis la vue, c'est un contact proche, puis c'est pas beaucoup moins important. Bon, ça éclaire le sujet. C'est bien. Même place qu'hier. J'ai entendu un chasseur coller là, je l'entends plus. Peut-être que je suis rendu trop loin. Puis peut-être c'est lui, l'orignal, peut-être que c'en est son corps, il avait vraiment pas le vent pour lui. Peut-être que c'est lui qui a échaudé le bas que j'ai entendu hier, je sais pas. Là, je sais pas. Fait que là, je vais tenter ma chance à le bas de ça. Alors maintenant, je suis le lundi matin. Je me trouve environ ce que l'orignal m'avait répondu la journée précédente. Et puis, arrivé sur place, j'ai trouvé une souris. La dernière fois que je l'ai entendu hier, c'était à peu près ça. La souris à sang. Mais je l'ai senti hier, j'étais là, puis je l'ai senti. Je me doutais qu'il y avait une souris là. Je l'ai pas venu virer ça parce qu'il était parti là, puis il vendait de même. Puis là, j'entends encore des chasseurs de tout bord, de côté. Il est dans le coin, mais j'ai peur qu'il soit échaudé, là. Je pense qu'il s'est reculé. Hier, là, j'ai vu des yeux qui parlent pas, mais il n'y a pas vraiment l'habitude.
c'est ça qui décide, là, mais c'est pas vraiment l'habitat, peut-être qu'elle est tournée vers ici. J'espère, en tout cas. Là, je vais le trouver. C'est vraiment un gros mort que c'est ici, là. Il y a les souris, les arbres cornés, là, d'autres, ça. Je suis dans comme une traîne, ça. Là, on est le lundi, 3e jour. Ça me surprend, j'ai pas de réponse. C'est peut-être derrière d'une femelle, là, mais d'habitude, les 5 femmes même une souris, là, ça répond. Il était là hier, par exemple. Et là, il est peut-être mort, il est peut-être senti un humain sorti d'ici. J'espère que non. Là. Il faut lui donner du temps, certain, là, mais j'ai comme le feeling qu'il pue ça. Mais en même temps, les seins sont tellement frais. Puis c'était à 7 hier, il était là. Je peux vous donner une idée de la reine que j'ai pris le matin. Vous voyez la montagne là-bas, l'autre part là-bas. Je suis parti de là, loin, en arrière de ça. Descendu de même. Le bas qui était là, dans le coulé. Je suis remonté comme ça. Jusque là, à peu près. Je suis redescendu de même. Il va faire 20 degrés aujourd'hui. Là. Ça restait plus faire longtemps matin, mais il fait très chaud. Puis, je suis loin. Mon pick-up, vraiment loin. Là. Je suis tout parqué sur le pick-up. C'est vraiment une règle, ça. Alors ici, ce matin-là, on était le lundi. Bon, je récapitule encore, j'ai entendu la réponse de mort ici, lorsque je descendais comme ça. Là, le dimanche matin. Le lundi matin, j'ai stationné ici, un peu comme j'ai fait le dimanche matin. J'ai passé comme ça, j'ai collé, j'ai descendu. J'ai traversé l'autre bord du ruisseau, j'avais vu traverser. J'ai arrivé ici, c'est ici que j'ai vu la souille était ici, j'ai vu les arbres cornés ici, les arbres frottés ici. Puis je suis monté comme ça. Le vent était de l'ouest au début, ça faisait bonne affaire. Il est devenu un peu nord-ouest, même s'il faisait très chaud, il ventait vraiment pas beaucoup. Puis, j'ai retraversé le ruisseau comme ça, j'ai monté dans le bûcher. Il a commencé à faire pas mal chaud. Les images que j'ai tournées, j'étais ici environ. Je vous ai pointé la montagne ici comme ça. Puis après, je suis retourné, j'ai marché pour aller le plus vite possible à mon pick-up, ce qui m'a donné une marche d'environ 5 km, point 2. Puis le mort avait l'air disparu. C'est sûr qu'il faisait très chaud, mais je ne savais pas vraiment quel bord qu'il avait pu prendre. Bon, Denis, la raison principale pour laquelle je suis venu ici, c'est qu'on s'est rencontrés il y a 2 semaines. Ouais. Pour parler, une petite plug, la 2e édition du livre sur l'orignal. On était en compagnie de Robert Joyal. Puis on parlait, on jasait, puis tu nous disais la situation en Amérique du Nord de l'orignal en général, c'est pas très. L'avenir n'est pas très rose, reluisant. C'est ça. Oui. Là, je suis un peu en dehors de mes. C'est vraiment, bon, j'en dis avec des biologistes hyper intéressants. Là, on avait un colloque à Québec il y a 2 ou 3 semaines, puis il y a des gens du Minnesota, de partout en Amérique du Nord. Là, chacun venait présenter la situation de l'orignal dans sa législation. Les 2 seules législations où ça va bien, l'orignal, c'est Terre-Neuve. Partout en Amérique du Nord, c'est Terre-Neuve et puis le Québec. Tous les autres, l'Ontario, oui, mais l'Ontario au sud, c'est pas terrible. Au nord, ça va pas pire. Les autres, ça va très mal. Aux États-Unis, c'est la catastrophe. Minnesota, il en reste 1500. Puis on a vu des photos, là, les orignaux ont les panaches tout croche, les testicules calcifiés, ça marche plus. Dans l'ouest, l'orignal andersoni, la sous-espèce andersoni a aussi beaucoup de difficultés, Montana et tout ça. Ça, c'est Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan. Oui, puis aux États-Unis, c'est le Colorado. Là, puis, c'est Shiraz? Oui, Shiraz. Ouais. Le Shiraz puis l'Andersini. Mais non, tu as raison, c'est plus le Shiraz qui a de la misère. Puis là, ben, dans tous les biologistes, seulement, il se passe quoi? Là? Ces populations-là vont mal. Puis bon, la conclusion de ça, c'est qu'il se passe 3 ou 4 choses. La première chose, c'est le réchauffement climatique. On n'y échappe pas. Là. Il y a bien des gens, là, je pense dans l'Ouest, qui n'y croient pas. Là. Mais c'est un peu dramatique. Quand tu regardes au nord, là, ce qui se passe avec les bœufs musqués, caribous, c'est sûr qu'il est multifactoriel, c'est pas juste ça. Là. Mais bon. Puis pour l'orignal, ce qui est clair, c'est que
c'est des effets indirects. Bon, la chaleur, c'est sûr qu'un orignal au-dessus de 13-14 degrés, il n'est pas à l'aise, il mange mal. Les automnes qu'on a maintenant, là, où pendant le rut, il fait 20 degrés, là, c'est pas terrible. Bon, c'est sûr qu'ils se rattrapent la nuit, tout ça, mais ils ont de la difficulté. Par contre, s'il y a un changement d'écosystème, il y a la compétition, c'est-à-dire le fait que le cerf de Virginie monte de plus en plus, puis prend des habitats qui étaient avant l'orignal. Ça, c'est un peu dramatique. Jusqu'à il y a peut-être 10 ans, on disait, bon, ils vont s'organiser, ils sont pas, mais non. On se rend compte qu'en fait, le chevreuil transporte une maladie dont on a entendu parler, le ver des méninges, là, qui, pour le chevreuil, il est adapté, puis il n'y a pas de problème. Mais pour l'orignal, c'est pas rien pour l'orignal, pour tous les autres cervidés, à part le cerf de Virginie, cerf mulet, le caribou, quel autre on aurait ici, le wapiti, ils sont sensibles au ver des méninges. Autant chez le chevreuil, chez le cerf de Virginie, ça fait à peu près rien. Il est porteur, on fait des études, jusqu'à 50-60% des vieux chevreuils ont un ver. Il y en a un ou deux dans la base du cerveau, dans les méninges, là, puis sans aucun problème. Tandis qu'un orignal qui attrape ça, lui, il en meurt presque tout le temps. Bon, c'est quoi, vite, le cycle? C'est que le ver des méninges, le chevreuil a ça, ça va se reproduire, il va y avoir des larves qui vont passer dans les poumons, ça sort dans la bouche muqueuse, il avale ça, puis là, il y a des œufs qui passent dans les fesses, dans le fumier, ça tombe à terre, il y a un petit escargot, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui ramasse ça. Puis après ça, les animaux reprennent les larves infestantes qui sont dans l'escargot, puis ils se recontaminent. Ça, c'est le cycle chez le chevreuil, puis tout le monde est heureux, ils sont habitués. Tandis qu'un orignal qui va manger ce petit escargot-là qui est collé sur une feuille, à ce moment-là, lui, il va développer, même pas souvent, il ne développe pas le ver adulte, ça va arrêter à la larve, je ne me souviens plus 3, là, je pense. Puis cette larve-là va se promener dans le cerveau, puis elle va tuer l'orignal. Puis on se rend compte que si, il y a des chiffres, là, mais si tu as plus que 7 à 10 cerfs de Virginie au kilomètre carré, ce qui est beaucoup, là, mais on a ça dans le sud, c'est ça. À ce moment-là, c'est presque incompatible avec l'orignal. Puis on se rend compte qu'avec les années, du 7 à 10, on en a quand même pas mal. Ça monte de plus en plus. On a des chevreuils maintenant, quasiment jusqu'à par an. Il y a plusieurs, je vais souvent donner des formations au Lac-Saint-Jean, puis en haut de Dolbeau, ils prennent des chevreuils sur photo sur leur saline, pareil. Bon, si c'est juste quelques-uns au kilomètre carré, ça peut aller. Sauf que, bon, il y a de plus en plus de chevreuils qui montent. Ce petit escargot-là, il est contaminant quand il existe. Pendant l'hiver, il n'y en a pas. Mais si ta saison sans neige augmente de 10 jours au printemps puis de 10 jours à l'automne, c'est sûr que cette année, c'est pas l'impression qu'on a, mais en moyenne, ben, ça fait ça de plus de temps de contamination possible. Jusqu'à récemment, on disait, bon, le chevreuil et l'orignal, dans des endroits, dans le parc Algonquin, en Ontario, les biologistes disaient, bon, ils ne partagent pas, ils sont sur les mêmes 10 km², mais les orignaux sont un peu plus en altitude, dans la neige, tout ça. Mais plus ça va, plus les populations se rencontrent. Puis là, à ce moment-là, il y a vraiment un taux de mortalité impressionnant. Ce qui fait que ça, c'est un des gros problèmes. L'autre, bon, c'est ça, le réchauffement climatique, les maladies que le chevreuil apporte, puis les coupes forestières qui ne sont pas terribles à bien des endroits, les replantations. Au Québec, c'est un... Bon. Mais il y a des endroits, apparemment, en Colombie-Britannique, où c'est vraiment épouvantable. Ils replantent du pin, toc-toc, ça fait que l'écosystème de l'orignal disparaît. Et puis, finalement, ça, c'est les 3 points négatifs. Le point positif qui fait qu'au Québec, puis à Terre-Neuve, mais plus au Québec, ben, c'est qu'on a des plans de gestion qui sont vraiment très efficaces depuis une vingtaine d'années. Mais les biologistes du ministère avec qui je dînais il n'y a pas longtemps me disaient, ben, profitez-en, les enfants, parce que le réchauffement climatique nous rattrape. Ça commence à apparaître dans le sud du Québec, là, où vraiment les orignaux commencent à avoir des problèmes, puis ça va monter tranquillement. Fait que, il faut rester attentif. Et puis, on parle beaucoup de prédation, qu'il faut contrôler l'ours, le loup pour les orignaux. C'est vrai, on va en parler, mais il reste que le chevreuil aussi. Il faut mettre des gros efforts. Ça peut paraître bien amusant d'avoir des 15 à 20 chevreuils par kilomètre carré, on va chasser le fun. Mais non, ils détruisent l'écosystème, ils détruisent la végétation, puis ils transportent des maladies. Pour l'orignal, c'est vraiment pas terrible. Donc, la pression de chasse sur les femelles chevreuils, dans les zones, moi, je pense que c'est essentiel. Il faut maintenir ces populations-là. Si on les laisse exploser, on va avoir des gros problèmes. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire, le simple chasseur. Ben, c'est si on a le droit parmi de femelles, le chevreuil, ben oui, c'est ça, de le prendre. Dans les endroits où c'est permis. C'est permis. Puis on a encore, moi, je jase avec des chasseurs. Ah, moi, rien que le gros boc, mais c'est bien le fun, un gros boc, là. Mais en même temps, à des endroits, moi, j'ai une terre dans le canton de l'Est, là, dans la 5-Ouest, là, puis
Je tire pas ces gros bucks. Je regrette, là. On tirait sur des femelles. C'est pas la plus belle chasse. Moi, ma chasse, c'est la chasse à l'orignal, de toute façon. Ça fait que, mais de la viande de chevreuil, pourquoi pas? Puis, il y en a trop, il y en a trop. Là, ça fait que, quand les gens disent, c'est une femelle, pauvre titre, ou un veau, là, c'est bon du veau, puis ça en fait un de moins. Ça fait que, légalement, pendant la saison, moi, je me gêne pas. Non, mais tu sais, regarde, les gens disent, tu tues une femelle, ben oui, mais tant mieux. De toute façon, où est-ce que le chevreuil est moins. Il y a moins de population, ils ne permettent même pas, comme la zone 1, la zone 2, on n'a même pas le droit d'abattre la femelle. Non. Mais... Par tirage au sort certaines années. Oui, c'est ça. La 3 aussi. Là, la 3 à Ouest, je pense, des fois. Mais moi, je trouve que les biologistes devraient. Écoute, c'est eux qui ont les inventaires et tout ça, mais moi, comme je me mets du bord d'orignal, puis regarde, le chevreuil, là, si on le laisse trop progresser, on va se retrouver avec des populations en déclin comme ailleurs. OK. Puis tu me disais aussi. La prédation, ça c'est certain, puis ça tu en parles dans tes formations, puis on est d'accord. Moi, ce que je trouve un peu nouveau par rapport à quelques années, c'est qu'on se faisait dire, l'ours, oui, c'est un prédateur opportuniste, il n'y a pas de plan, lui, il ne se lève pas le matin pour dire, là, je m'en vais tuer une orignal. C'est comme les loups vont faire ça, ils partent en meute, puis là, ils vont chercher, puis ça, on peut en reparler après, là, c'est pas la même prédation. L'ours, ce qui va limiter les populations d'ours, c'est les petits fruits. C'est pas la population d'orignal. L'ours pourrait éliminer une population d'orignal dans un endroit, là, puis ça ne le dérange pas. Lui, c'est juste la crème sur le sundae. Là. Par contre, quand il n'y a pas de petits fruits au mois d'août, là, c'est dramatique pour l'ours. Pas pour lui, mais pour les embryons que la femelle porte. Parce que ce qui est bien intéressant dans la reproduction de la femelle, c'est qu'elle est fécondée pendant la rut, la femelle ours, au printemps, bientôt, là, au mois de juin. Puis, elle a d'habitude entre 2 et 4 embryons dans l'utérus, puis ils vont rester flottants jusqu'au mois de novembre. Puis là, selon l'état de chair, la graisse, puis même il y en a qui a des études qui montrent selon le cholestérol dans le sang, le taux de gras dans le sang, elle va en avorter 1, 2, 3, 4 ou même tout ce qu'elle a, si elle n'est pas assez grasse. Ça veut juste dire si elle n'est pas assez grasse que l'écosystème n'est pas suffisant pour supporter d'autres ours. Puis, donc, 1 année ou 2 années où il n'y a pas de. Les petits fruits, sont pas sur le bleuet, des choses comme ça, bien, les femelles vont arriver trop maigres. Pas pour eux autres, ils vont passer à travers sans problème, mais trop maigres pour avoir une portée. Elles vont avorter. Par contre, en tout cas, moi, où je suis plus dans les Hautes-Laurentides, depuis 2 ou 3 ans, il y en a des petits fruits. Puis des triplets, là, à la chasse à l'ours, tu en vois. Des femelles qui arrivent avec des 3 ours, là, c'est fréquent maintenant. Donc, ça veut dire que l'écosystème est très bon, mais par contre, on a, tu sais, dans la 14 à 15, il y a des endroits où le fil d'orignal a de la misère, pour toutes sortes de raisons. Puis l'ours ne va pas gêner. Lui, regarde, il rencontre surtout un gros mâle, il rencontre un veau, puis il s'en occupe. Alors, c'est un prédateur opportuniste. Puis dans les endroits où l'ours ou l'orignal est en situation un peu plus difficile, c'est sûr que ça met de la pression. Puis il y a quelques années, on disait, ouais, mais on se rend compte que ça met beaucoup de pression. Donc, souvent dit aux chasseurs, penser que peut-être même si tu n'abats pas ton ours, tu n'abats un, on a le droit à un, de toute façon. Dans le temps que tu apportes, dans le temps qu'ils y gardent, tu tes abats, pendant ce temps-là, peut-être qu'il y a moins envie de sauter sur un veau, il n'y a pas l'opportunité de manger un veau, justement, parce qu'ils se gardent les mains. Parce qu'il fait d'autres choses. Ouais. Ça, je ne sais pas. Ça, je pense qu'on avait déjà parlé. Je trouve ça intéressant comme idée. Puis moi, quand j'apporte, parce que j'ai une dizaine de sites à porter, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Puis l'an dernier, ça fait une couple d'années, tu as peut-être déjà remarqué ça. À un moment donné, tu as des gros ours, tu as un gros ours sur une caméra, un site, puis à un moment donné, il arrête pendant 2-3 jours de venir. Tu dis, tabarnouche, ce qui est rendu. Puis il revient, puis là, regarde ses crottes. Puis il y a du poil d'orignal dedans, ou du poil de castor des fois, là. Mais souvent, c'est du poil d'orignal. Il s'est pogné un veau, il mange ça tranquille pendant une journée ou deux, puis après ça, il revient à tes appâts. Là, tu dis, bon, je viens de perdre un veau. Alors, effectivement, peut-être que, surtout les plus jeunes qui tournent autour des appâts, puis tout ça, bien, ils sont là pendant ce temps-là. Ça fait que ça va aider. Puis le fait de ramasser dans un écosystème où l'ours n'est pas en danger, puis au Québec, il n'est pas en danger. Regarde, on est passé là, en Amérique du Nord de 350 000 ours à peu près dans les années 60 à presque 1 million maintenant. Alors, c'est vraiment pas une espèce qui est en danger. Ça ne veut pas dire qu'il faut les massacrer à la mitraillette, là, mais dans ton écosystème de chasse, c'est à vérifier. Ce qu'il y a de difficile des fois, c'est que tu es dans des. Surtout ceux qui chassent en Haute-Mauricie, Haute-Laurentide, bien, c'est que tu as 300-400 km au-dessus de ta zone de chasse où il n'y a personne. Alors, tu as beau ramasser des ours là, il va toujours en revenir. Sauf que le temps où tu les ramasses, bien, ils ne sont pas là pour faire d'autres choses. Ça permet de. Puis on se rend compte dans ces places-là, c'est qu'au début, pendant les années que tu chasses, tu as des gros ours, tu as des gros résidents. Puis tranquillement, tu n'en as plus. C'est des plus petits ours qui sont des jeunes en migration, puis qui viennent prendre. C'est comme une rivière. Tu as un bon trou à truite, là, ben, tu pognes une grosse truite, il n'y en aura pas le lendemain, mais une semaine après, il y en a une grosse, elle descend. Bien là, c'est la même chose.
Puis moi, je pense que dans des endroits comme ça, tu n'as pas à te gêner. Tous les gars du groupe ou les filles du groupe devraient se ramasser un ours parce que ça va donner, c'est souvent des endroits où tu as des populations de 2 à 3 orignaux au 10 km². Fait que tu ne peux pas te permettre de trop en perdre. Puis tu as de l'ours en quantité. Dans d'autres endroits où tu as 15, 20 orignaux au 10 km², puis tu n'as pas de réserve d'ours en arrière, là, je serais plus prudent, là, parce qu'ils ont quand même un rôle important dans l'écosystème. On ne parle pas des exterminés. Non. Puis il y a des endroits où ils ont été exterminés, en Scandinavie, par exemple, où ils ont tout enlevé les loups et les ours depuis un siècle. La population d'orignal a explosé, mais on se rend compte que les orignaux sont malades aussi. Ici, nos orignaux sont en santé, on pourra peut-être en reparler, mais c'est très rare, parce que dès que tu as quelque chose, ils sont ramassés par des prédateurs. En Scandinavie, tu as jusqu'à 1 orignal sur 20 qui a des lésions de maladies, de tumeurs. Des tumeurs, on n'a jamais ça, des cancers. Parce qu'il n'y a pas de prédateurs qui sont là pour nettoyer ça, ramasser les faibles, puis donc on a un cheptel en très bonne santé. Fait que si les faibles se reproduisent, ça reproduit, c'est ça. Puis si des animaux restent malades longtemps, c'est pas terrible pour l'écosystème, plus de parasites. Tout. Donc il faut respecter tout ça, mais en étant conscient qu'on a une population d'ours en pleine santé, puis on a des endroits où l'orignal a un peu de difficulté, où il y a de la pression par le chevreuil. Moi, je pense que de façon légale, puis tout ça. Puis en plus, la viande d'ours, c'est délicieux. Puis ça fait une belle sortie pour aller vérifier votre territoire de chasse à l'orignal au printemps. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que là, tu me disais que les biologistes, ils t'ont dit, tu dînais avec eux autres, que profitez-en, le beau temps. C'est peut-être des choses qu'on peut faire tout de suite pour peut-être sauver des années de population. Quand je dis profitez-en, on parle de 20 à 30 ans. Oui, mais ça passe vite. Dans 30 ans, je ne chasserai plus beaucoup. Mais oui, ça passe vite. Je parlais avec Denis de chasse à l'ours. Je vous emmène à une chasse à l'ours que j'ai vécue, une chasse. La chasse n'est pas terminée, je vous vends un peu le punch, là. Mais avec Claude Turcotte. Claude Turcotte, qui est selon moi le top. Je vais vous le présenter durant le segment vidéo. Moi, j'avais déjà guidé à l'ours pendant quand même plusieurs années, puis je pensais que j'avais une bonne connaissance de l'ours. Mais quand j'ai passé une semaine, quelques jours avec Claude Turcotte, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à l'ours. Parce que Claude, il m'en a appris là, en une semaine, plus que j'ai appris peut-être dans les 5-6 dernières années que j'ai guidé à l'ours. C'est vraiment une sommité là-dedans. Fait qu'on va aller voir ce monsieur-là, ce guide de chasse-là, Claude Turcotte, qui m'a emmené sur son territoire. Puis vous allez voir qu'on a eu affaire à un très gros ours. Je vous en dis pas plus. Regardez ces images. Quand ça se brasse, là, ils se couraillent, le mâle de la femelle sont en route. Puis ici, regarde l'autre bord, là, j'ai vu. Le mâle, il veut marquer sa place, là. Il se lève, regarde comment il est haut. Il se lève debout, lui, il veut se frotter ici, là, dans les pieds. Là. Ça fait pas longtemps que les feuilles sont pas encore bien fanées. Il se lève, puis il se frotte. Puis il mord là, en arrière. Là. Ah ouais? Ça, c'est pour montrer que c'est sa place à lui. OK, il est comme de dos après le... Ouais, il met son odeur. Là, il vient mordre d'en haut. Puis ici, regarde là. Ici, ça descend. Tu vois les steps. Ça serait pas surpris qu'il était ici il n'y a pas longtemps. Tu vois les steps, ça c'est lui. Le gros. OK. Ils sont très dans le route. C'est pas un trouble ben ben. Tu fais du bois. En arrière là, Claude, qu'est-ce que t'en penses, toi? Là où ici? Ici, ouais. Là ou là, un des deux bords du chemin, parce qu'il en rentre par le chemin. Peut-être direct là, ce petit plateau. Après qu'on est installé, on rouvrira les branches. Je suis venu il y a 3 jours, l'année est venue il y a 2 jours. C'est pas encore vidé. C'est le gâteau qui est ça. Regarde, ça a brassé, il y a de la chicane ici. Ça, cet arbre-là, regarde ça, ça c'est un mâle, là, il a voulu montrer. D'après moi, ça a brassé, viens voir ici. Non. Quand tu commences à faire ça, là, passer des petits sapins, là, puis brasser des bambous partout, là. Oui, là, ça c'est beau. Il passe, puis lui, il s'en va, il passe à cheval dessus. Laissez ses odeurs. Laissez ses odeurs, puis montrer, ôtez-vous, c'est moi le boss. Juste pour vous dire un peu qui est ce monsieur-là ici, c'est Claude Turcotte. Claude, c'est un guide de chasse à l'ours. D'après moi, c'est de ce que je connais, c'est le meilleur au Québec depuis les années 70. Au-delà de 2000 ours.
Avec mes guides, là. Avec tes guides, mais quand même, fait que Claude, un gros merci de plaisir. de participer avec nous pour cette chasse-là. Claude, si tu nous dirais vite comme ça, là, on va reparler tantôt de la chasse à l'ours, ce serait quoi les meilleures dates pour chasser l'ours? D'après toi, grosso modo au Québec, ça peut peut-être changer un petit peu. Ça dépend un peu, les gars, ce qu'ils cherchent, mais où est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir de l'action puis de plus facile à tuer, c'est quand c'est dans le rut. Les périodes jouent peut-être un peu différemment des endroits au Québec, mais ici, dans le centre, figure autour, après le 15-18, c'est là que le rut commence. Juin. Là, on est 21. Le 20, directement. Là, on est dans le pic, là, ça brasse, ça se bat partout. Ça fait les 2 derniers jours, c'est des 300 plus qu'on ramasse. Puis les ours sont balafrés, ils sont battus. Puis on voit les arbres sont couchés. Fait qu'il y a des batailles un peu partout. C'est le temps. C'est là que les gros font les erreurs. C'est sûr, un ours, on peut tuer un peu n'importe quand. Mais dans le rut, c'est plus facile d'aller chercher les gros ours de 300 livres. Qui, eux autres, font du dommage, vraiment, c'est les orignaux. C'est là qu'il paye. Un ours de 300 livres, c'est eux autres qui ramassent les veaux. Tu dis que l'ours, là, il passe par-dessus les arbres à cheval, il laisse ses odeurs. Ici, il a fait ça. Des gros ours dominants là, qui veulent montrer qu'ils sont le boss. Là, ils m'en viennent fous. Ils sont peut-être nous autres, si on virait fous, on aurait une période de rut. C'est ça. On est fou égal toute l'année. Tu peux expliquer à la caméra ce que tu es en train de faire? Là, on essaie un peu de forcer les affaires, c'est sûr. On appelle ça un burn. Je fais bouillir d'un petit poêle fait avec des cannes de tomates. Je fais bouillir un peu n'importe quoi, peut-être des graisses de bacon, du miel, confiture, tu ramasses un peu ce que tu as. Ça n'en prend pas une grosse quantité. On va en mettre là, regarde, on est même trop, là, peut-être 1 pouce, même pas, dans le fond de la canne. Puis tu fais brûler ça. Là, l'odeur, vu qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui, l'odeur va rester dans le bois. Vu qu'on est installé proche, on va être en dedans de 15 verges. C'est sûr que les eaux qui rentrent sont sur le nerf. Fait qu'en mettant ça, l'ours il est habitué, parce que là, mettons le miel, j'en mets toute l'année. Lui, quand il va sentir le miel qui bouille, lui s'imagine que c'est le gros jackpot. Là. Fait qu'il, même s'il a tendance à breaker, à un moment donné, il va s'avancer, il va se décider à un moment donné. Fait que ça force à faire quand on a besoin un peu. Mais il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas de miracle, mais c'est juste de mettre un peu plus de chance. Carte d'atout de plus. C'est ça. OK. On pensait un peu mettre la caméra. Finalement, Claude, les gens se doivent se demander ce serait quoi le pas idéal. C'est quoi tu préconises? Le pas idéal, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est d'avoir une bonne bête, d'en avoir assez, une bonne quantité. Oh, là. Placote à placote. Bon. C'est d'en avoir une bonne quantité pour garder les ours là. Si tu n'en as pas assez, bien, les ours vont une journée, mais ils ne seront pas stédés. Ils vont se trouver d'autres sources d'alimentation. Tu es capable d'avoir une bête. De la viande, comme ça, quand je mettais de la viande, j'en visais un baril de même par semaine. Puis c'était vide. Là, je mets d'autres choses, je mets du maïs, je mets ce que je peux trouver en quantité du pain, peu importe. Sûr que quand tu es capable de mettre un peu de sucré, ça aide. Une graisse de patates frites. Chaque ours, ils ont un peu. Quoi, hein? Ils ont un peu aussi souvent le préférence. Une place, une affaire, ils vont manger, l'autre place, ils n'en mangeront pas. Fait qu'après que tu as trouvé ce que lui aime, tu t'arranges pour le loader et en mettre assez. Ou quelqu'un qui parte, qui en reste, qui revienne à cause de ça. Oui, mais ceux qui disent que, j'ai entendu d'autres propriétaires dire ah, moi, je les emmène un petit peu les garder affamés. Puis jamais été capable de les satisfaire, d'en mettre assez pour les satisfaire. Fait que moi, j'en mets tant que je peux, tant que la bête marche. J'aime mieux avoir 7-8 ours sur la même bête qu'avoir 7-8 bêtes avec un ours. Ouais, fait que, quand je fais une bête, il faut qu'il y en ait. Puis aussi, pas avoir peur sur la bête, faire qu'est-ce qu'on fait. Parler, mener du train, puis tapocher. Eux autres, les autres sont habitués de nous entendre venir.
Parce que de toute manière, ils sont tout le temps autour. Fait que je fais du bruit, je fais mon job comme si je passe, normalement. Puis là, ben, on est en train de placer un chasseur. C'est ça. Fait que même qu'on part avec le truck, lui, dans sa tête, il n'a pas compté, il y a 2, 3 gars. De toute façon, il en reste un, il n'a pas compté. Le truck est parti, OK, le party, on rentre. Dans un autre Vanapoté, des fois, c'est une demi-heure après que le monde soit parti. L'année passée, j'en ai 3 qui ont tué en dedans de 5 minutes. Cette année, mais hier, j'ai arrivé sur la bête, ben, j'ai reculé, puis j'ai parqué à 100 pieds de la bête. L'ours n'était pas poussé, il était resté là. Oh. C'est en avant, il faut mettre de quoi? Plus gros que l'autre, en tout cas. L'autre, je l'ai vu aussi. Plus gros. L'autre dans la bande. Où tu l'as vu? Hein? L'autre. Je suis le bord de la butte tantôt, 5 minutes. Il est rendu là. C'est tout un ours que vous allez voir apparaître. Alors, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est de laisser l'animal manger. Il faut qu'il se sente en sécurité. Puis, emmener rôtir. Mais cet ours-là est extrêmement farouche. Vous voyez à peine si j'ai bougé. Un simple petit mouvement d'à peine quelques centimètres. Aussitôt que je bougeais, il se retournait vers moi. Vous voyez encore là, j'ai bougé à peine. Le moindre petit mouvement l'alertait. Nous étions très près de la peau. Je veux étirer mon arc, il me laisse pas faire, pas en tout. Il a faim. L'appétit gagne sur sa méfiance. Pour l'instant. Là, il m'offre une cible parfaite. Je veux juste qu'il se sécurise un petit peu. Je ne peux pas demander mieux comme cible, les poumons sont dégagés. Je me prépare pour tirer, je le laisse manger un petit peu. Je bouge à peine pour tirer mon arc, impossible. Si je continue à bouger, je reste immobile, il me regarde.
Il n'y avait rien à faire, je ne pouvais pas bouger. Cet ours-là était très, très alerte. Normalement, lorsqu'ils sont aussi alertes que ça, ils ne viennent pas de jour sur les appâts. Même là, si je pouvais tirer, l'épaule trop en arrière. Comparé à un ours trophée comme ça, c'est comme un orignal de 50-60 pouces, comme un chevreuil de 10-12 points de 240-250 livres, éviscéré. C'est vraiment un trophée très très rare qu'on voit des ours comme ça. Il est un petit peu trop de face. Puis je suis à quelques pieds de Claude. Je suis à sa droite. J'ai encore moins d'angle. Encore un mouvement. Il a peut-être fini par capter une odeur humaine. Il se dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il sent comme ça. Il est à peine quelques pieds de moi. Il est pas loin, il est pas loin. Tout un trip. Toutes les fois, je faisais juste bouger comme ça. Je suis venu le bras mort. Je faisais juste bouger comme ça un petit peu. Puis tout de suite, il se virait vers moi. J'étais pas capable de tirer mon arc. Puis tirer assis, des fois, là, c'était pas évident. On est trop proche. On était à peu près à 9 mètres de la bête. Mais quand il commençait vers nous autres, j'ai pas peur des ours. Mais cette grosseur-là, quand ça faut se tuer, on n'a pas de carabine. On n'a qu'un arc. Il n'y en a rien d'autre que ça. Et même pas de couteau, quasiment. Couteau qui le pique. Ça, puis il s'en est sur moi. J'étais content quand je l'ai vu partir un petit peu vers la droite. Mais cette valeur, ouais, on était un petit peu trop proche. On veut être proche pour faire un bon vidéo, mais là, il entend le bruit, là. La flèche, il laisse le biscuit, il est encore là, on attendait tantôt. Il m'a donné un bon trip, par exemple. Ça longtemps, il n'a pas trippé de même à chasse à l'os. J'ai jamais rien pu faire. L'erreur qu'on a peut-être faite, c'est de se mettre un petit peu trop près, mais d'habitude, les ours, ça ne leur dérange pas, mais lui, probablement qu'il a déjà eu une mauvaise expérience sur un appât comme ça là, au cours de sa vie. Je faisais juste bouger un petit peu. Je regrette, j'aurais dû, vous voyez, même s'il me regardait tirer mon arc quand même, avoir su que c'était pas arrivé comme ça. J'ai regardé le vidéo, là, c'est une vidéo qui date de 2011, là, je l'ai revu, j'ai retouché en 2013. Puis j'avoue que c'est vraiment, là, je suis pas maniaque de chasse à l'ours, mais lui, là, c'était un trophée, la peau était parfaite. Il a été tué l'année d'après, probablement le même, par un des clients de Claude, à la même place, en tout cas, un ours similaire qui est possiblement le même. Puis il pesait 300, me semble 357 livres, éviscéré que Claude m'avait dit. Ça fait mal encore de regarder ça, ce trophée-là, mais j'ai eu vraiment tout un trip. On retourne à ma chasse 2013.
Là, vous avez vu que j'ai eu une altercation, si on veut, avec un gros boc. Selon la réponse, je vous disais que c'est un... On ne parle pas d'un boc de 3 ou 4 ans, là. Puis, bon, je l'ai cherché. Je vous disais que là, je ne sais plus trop ce qu'il est. D'après moi, il est parti pour une raison. Il a peut-être quitté le territoire en suivant une femelle. Il a peut-être détecté un chasseur ou, pire encore pour lui, il a peut-être été tué. Bien, j'ai lâché prise. J'ai perdu, j'ai été là, je l'ai vu dimanche, je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu dimanche matin. J'ai retourné dimanche soir et lundi matin. Ça faisait 2 fois que j'ai retravaillé le territoire, puis je ne savais pas trop quel bord qu'il a pris. Puis finalement, j'ai su. Au moment où je chassais, je ne savais pas, mais j'ai su par après, quelques jours après, que ce boc-là, possiblement le même, en tout cas quelques centaines de mètres d'où je passais, d'où ce que j'avais été, il était abattu par un autre chasseur. Puis c'était un beau boc. Fait que je cherchais un orignal mort. Fait qu'il faut savoir lâcher prise, pour une de ces raisons-là. J'avais trouvé un mâle, le mâle que je voulais abattre, que c'était le but, la prospection, tout ça, d'abattre un gros boc. Puis, il était tué. Fait que je ne le tuerai pas 2 fois. Malheureusement, la pression de chasse me nuit. Les autres chasseurs m'ont nuit dans ce cas-là. Possiblement dans les bûchers proches, là, il a dû être tué. Puis là, je n'avais pas été là, je savais qu'il y avait des chasseurs. Fait que c'est des choses qu'il faut être prêt à vivre lorsqu'on chasse ces territoires publics. Fait que là, sans savoir que l'orignal était mort, j'ai comme voulu improviser, changer un peu, parce que là je me doutais bien qu'il n'était plus dans le secteur, là, pour des raisons mentionnées. Puis, en me promenant dans le chemin, cherchant des traces, j'ai vu près d'une grosse montagne vraiment escarpée, disons à ma droite, disons du côté est du chemin qui faisait nord-sud. Il y avait une bonne montagne avec un petit plateau. C'est pas vraiment une place qu'on peut aller chasser comme ça. Mais les orignaux, des fois, rentrent là-dedans, dans des places parce que l'habitat est moins belle un peu, là. Puis il y avait 2 traces fraîches qui sortaient de là. Puis ils n'ont pas sorti vraiment en même temps. Peut-être qu'une trace de 2 jours, l'autre d'une journée, qui est pour moi, c'est des traces fraîches. Il ne faut pas vraiment partir vers où les traces. Puis je n'avais pas d'habitat que je pouvais dire, bon, je vais essayer là, puis d'après moi, ils sont là. Je ne savais pas vraiment où ce qui était. Mais c'est rare que je fais ça, mais je suis allé au sens contraire des traces. S'ils sont partis de là, peut-être qu'il reste des orignaux là. Puis il y avait quand même un bon plateau, là, un bon site de repos, entouré de nourriture assez haute, puis quelques places, des forêts semblables forêts mixtes, là. Fait que j'ai improvisé avec ces traces-là. Puis la grosse chaleur aussi, il faisait... là, on est rendu le lundi après-midi. La vidéo que je vous emmène, c'est rendu le lundi après-midi. Il faisait quand même très, très chaud. Puis vous allez voir, je chasse en chandail à manches courtes, il faisait au-dessus de 20 degrés. Fait que je savais très bien que les orignaux, oui, ils vont manger, mais au moment, en fin de journée comme ça, il fait encore 20 degrés, ils vont plus y aller durant la nuit. Mais s'ils vont y aller durant la nuit, c'est parce qu'ils ne sont pas loin de la nourriture, pas très loin. L'idée, c'est de s'aventurer les endroits plus frais dans les sites de repos. Un des ajustements que je fais par rapport à des grosses chaleurs, c'est justement d'aller plus en fin de journée, peut-être pas en début de journée que le matin, quand on est le matin, que la journée est encore frais, c'est encore frais de bonne heure le matin. Mais en fin de journée, comme ça, j'aime mieux peut-être me coller plus dans un site de repos près de la nourriture. Puis je vous emmène là. Alors l'endroit sur la carte EQHO, c'est ici. Les traces étaient comme ça. Ça sortait beaucoup. Je ne pouvais pas vraiment monter cette montagne-là, aller sur le dessus. C'était pas vraiment une place qu'on pouvait chasser de cette façon-là. Alors je me suis dit, peut-être qu'il en reste d'autres orignaux. Fait que je me stationnais environ, vous avez ici. Et comme, vous voyez, c'est quand même assez vert foncé ici, c'est un bûcher. Je me suis dit, il fait tellement chaud que les orignaux ne sont sûrement pas découverts dans les bûchers, mais ils vont y aller. Fait que mon idée, mon plan était de marcher comme ça, de me déplacer. Puis, de me déplacer comme ça dans le but de me rendre, d'intercepter un orignal qui est entre les 2 sites nourriciers. Alors, si je superpose l'image satellite, vous voyez le chemin ici. Je prends ça sur l'image satellite, c'est le chemin ici comme ça. Alors, ce que j'ai fait comme trajet, c'est de m'en aller comme ça, tranquillement. Puis c'était pas une très grande marche. Puis vous voyez que c'était un trou à orignal vraiment, là, surtout quand il fait chaud. Puis c'était même pas à peu près 1 km². Si on regarde maintenant sur une carte écoforestière, on voit le chemin ici comme ça. Il y en donne ici comme ça. On s'en va. Je me suis allé comme ça. Il y a des coupes de 1967, des sites de repos, de l'Aunay. Et évidemment, la nourriture chaque bord, comme vous avez vu sur la carte EQHO. Ce territoire se retrouve complètement en haut, à droite de l'écran, dans le fameux trou qu'on avait été prospecté. Les forêts mixtes sont pas hautes. Fait que j'ai pas le choix de me coller proche des bûchers et de coller dans les sites de repos, parce que dans les bûchers, c'est pour une mot. J'ai trouvé une souris ici.
bien loin du chemin, d'à peu près 600 pieds du chemin, 700 pieds peut-être. Puis j'ai vu 2 traces qui sortaient d'ici. Le chemin, là-bas, c'est une montagne à pic comme ça. Puis, j'aurais pas eu le vent à poursuivre ça. Puis ça fait été cette nuit. La souille, elle sent pas, là. Fait que... il doit y en avoir d'autres, là. Il y a 2 orignaux de sortie d'ici. Dans une vieille coupe, puis j'essaie de pogner toujours les coins clairs, parce que c'est sale, clair. Quand je pogne un corridor de dire, ben, là, je n'ai un là. Je serais pas un orignal en haut de 20 mètres, c'est certain. Ici, j'ai une réponse. L'orignal n'était pas vraiment loin. C'était pas une réponse qui était très forte, mais j'étais sûr que c'était un orignal qui s'en venait. Alors, ce qu'il faut dans ce temps-là, c'est s'assurer, lorsque l'orignal est arrêté, de lui parler pour qu'il fasse les pas vers moi. Mais là, je m'apercevais que l'orignal bifurquait vers ma gauche et mon odeur humaine s'en allait vers la gauche. Alors, il fallait que j'aille au-devant de mon odeur en allant vers l'orignal.
Pogné très de mes poumons. Pas mal sûr, c'est très de mes poumons. Il y avait une petite branche, je me suis tassé. Je dis, ma flèche passe, je voyais le trou comme il faut. Ce qui est arrivé, c'est que je collais dans ce chemin-là. Puis rendu là-bas, j'avais une pas plus petite vision. Fait que là, j'ai comme attendu un coup de panache, un brassage, pas un coup, mais un brassage. J'étais pas sûr, il y avait tellement d'écureuils qui se lamentaient. Ça n'a pas l'air de ça, là, ils sont toutes fermés à la gueule, là, mais il y avait beaucoup d'écureuils qui cacassaient, là. Puis là, ça a répondu. Puis il était proche qui a répondu. Fait que là, je me suis dit, c'est pas un gros répondeur, ça, là. Fait que je me suis commencé à vouloir checker un peu. J'ai entendu craquer, j'ai vu passer les pattes, puis il ventait de main. Là, je me suis dit, il s'en vient pas me sentir. Puis vous voyez la place. Le corridor de tir, là, c'était je suis dans des vieux bûchers de 1977 de Bralcamp. Fait que j'ai dit, c'est la seule place que je peux tirer, puis ça me venait pas me sentir. Puis j'avais des branches au début, je ne pouvais pas tirer. Puis à un moment donné, je me suis tassé. J'ai dit, je suis capable de passer ça entre les branches, en haut puis en bas. Ma flèche, je voyais le trou bien comme il faut. Ma flèche a poigné une bonne branche, je pense que je l'ai poigné bien les poumons. Bien comme il faut les poumons. Fait que là, on va y laisser du temps, puis bien content. En me dirigeant vers où ce que l'orignal est parti, tout de suite, j'en ai entendu un autre. Si vous regardez comme il faut, vous allez le voir. On ne le voit pas beaucoup sur la caméra. Mais c'était quand même un mâle mature avec un panache bizarre qui est venu quand même assez près. Je cherche l'orignal, puis c'était pas que l'est arrivé. Panache bien droit de tes airs, bizarre. Bon, je vous donne un petit compte rendu de ce qui s'est passé. On est rendu le lendemain matin. J'ai cherché cet orignal-là, je l'ai tiré à 6h moins quart. Le soleil s'est couché à 6h15. J'ai cherché jusqu'à noirceur, j'ai éclairé jusqu'à à peu près 1 heure après, j'avais plus de sang. J'ai rendu à 400 pieds de ce que je l'ai tiré. 450 pieds. Puis je suis sorti, la couleur du sang était nullement comme poumon, était même rouge un peu foncé. Je suis sorti du bois, j'ai appelé un spécialiste en la matière, Yves Martineau, pour avoir des conseils là-dessus. Il faisait très chaud, là. C'était même pas l'idée de faire venir un chien de sang parce que même s'il aurait pu, là, je suis trop loin. Là, j'ai retourné. J'ai fini par le trouver. La flèche a passé au travers des 2 poumons. Il a fait au-dessus de 500 pieds. Il saignait plus. Il marchait dans le rouget, il marchait dans les aiguilles. Vous avez vu, c'était pas mal du sapinage. J'ai eu de la misère à le trouver, vraiment. Là. J'ai trouvé 4 heures après, je l'ai viscéré. Là, pas pire, la fraîcheur arrivait. Il n'était pas gonflé. Fait que c'est pour ça que j'ai pas filmé. Là. Excusez les amis, là, mais c'est parce que là, je pensais à la viande. Puis même là j'étais à la course. Là, j'ai tout embarqué l'argot. Fait que, en tout cas, on s'en va chercher ça. Là. Il est assez loin. Là. Puis c'est rough. Vous voyez comme c'est, là. Une place de fou.
Ouais, je commence. Là, je sais pas si on envoie la shot là. Excusez les viscères, pas sûr que ça écoeure, mais. Faites de mon mieux pour le virer de bord, hein. Non, l'attacher. Je vais juste montrer le trou de la flèche ici. Ça a passé par en bord. Allez, ça. Donne les poumons, là. On vient, comme je disais tantôt, à me poser des questions sur l'arc. J'ai des points de fixe, des courbes. Donc, je voulais vous dire, moi, là. On n'en revient pas, là, qu'il ait fait cette distance-là. Dans le salle, là. Regardez, là, tout le tour. Là. Ça n'a pas été une partie de plaisir, se rendre ici en argot, là. Une chance qu'il y a un argot, parce qu'il y a 4 roues, là. Ouf. Fait que, je sors ça, faut faire vite, il faut. Alors, j'ai bien aimé cette aventure-là de ma chasse 2013, de me filmer seul. Je m'entends super bien avec Eric. Eric va filmer des chasses pour moi, c'est sûr, mais cette fois-là, je voulais le filmer tout seul comme ça pour créer cette ambiance-là, finalement. Puis surtout à l'arc. C'est sûr que là, l'orignal, j'ai tiré à peu près à 25 pieds, 30 pieds. Ça a l'air moins sur le vidéo, c'est ça, ce type de caméra-là. Puis, pour faire une histoire courte, là, pourquoi il y en a qui se demandent peut-être pourquoi je suis allé vers l'orignal. Ça, c'est des choses normalement que je ne ferai pas. En dernier recours, c'est toujours mieux de laisser venir l'orignal à moi lorsqu'il s'en vient, parce que je vais le voir avant lui. J'ai un avantage sur lui. Tandis que si l'orignal est pour venir vers moi, puis je vais vers lui, souvent, lui, il va rester là, puis il va me laisser aller à lui. Là, c'est lui qui va me voir avant, qui a des bonnes chances, une très bonne chance de me voir avant que je le vois. Lorsqu'il est immobile, puis en plus, un orignal immobile répond beaucoup moins. Mais là, il avait l'idée de venir vers moi quand même, mais je voyais qu'il était pour aller me sentir. Il y avait comme un chemin, comme il ressemble à ça ici, mais beaucoup, vous l'avez vu, là, beaucoup plus sale. Puis il ventait comme ça, il voulait aller me sentir. Fait que je suis allé comme au-devant de la trace. Il y a des choses qui font partir un orignal que j'ai mentionnées. Si on parle d'un habitat trop espacé, c'est sûr que on essaie de faire sortir les orignaux dans des endroits dégagés. Il y a l'odeur humaine, la silhouette humaine, que j'associe aussi avec le mouvement. Puis l'absence évidente d'orignaux. Ça, c'est que l'orignal s'approche, vous collez, il s'approche encore. Puis il se rend compte que peut-être vous êtes caché, votre silhouette est cachée, il voit qu'il n'y a pas d'humain là, mais il voit qu'il n'y a pas d'orignal non plus. C'est surtout les chasseurs à l'arc ou à l'arbalète qui vont vivre ce genre de facteur-là qui fait partir un orignal. Dans ce cas-ci, il y a des choses pires que d'autres. C'est sûr que la pire chose, c'est de se faire sentir. Moi, j'aime mieux y montrer une silhouette qui se déplace, un peu comme un orignal en faisant l'orignal, que de le laisser faire et d'aller le faire sentir, un peu comme là. Mais j'aime mieux créer l'absence évidente d'orignaux que de montrer une silhouette. Si je me rends compte, surtout que lorsque je guide un chasseur, lorsqu'on est deux, si vous chassez à deux, vous avez positionné votre chasseur là, vous allez vous tasser plus loin pour le faire passer à lui, dépendamment du vent, des corridors de tir, etc. Puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps, que peut-être l'orignal est proche, peut-être qu'il va vous voir vous déplacer, bien, vous êtes mieux de rester là. Peut-être lorsqu'il est prêt de créer une absence évidente d'orignaux, de rester là. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai été au-devant, l'orignal était pour me sentir, je voyais qu'il me contournait. Vous avez vu qu'il restait arrêté là, lorsqu'il voyait que je me déplaçais. Il s'est dit, comme je disais tantôt, il vient vers moi, je vais le laisser venir. Puis il fallut que je m'en aille, puis aussitôt qu'il a passé dans une zone, un corridor de tir entre deux arbres, je savais que ma flèche passait là. C'était très près, 25-30 pieds à peu près. Bon, j'ai bien aimé l'expérience de chasser tout seul, comme je disais, comme ça. C'est sûr que mon objectif, c'était un gros boc. Il était tué, fait que le temps d'en retrouver un autre, la chaleur, tout ça, puis j'avais les jours passés. Puis j'allais guider un groupe de chasseurs le samedi. Fait qu'on était rendu au lundi. Ça commençait le temps que... En tout cas, j'ai décidé de tirer ce boc-là, qui faisait bien mon affaire aussi, là. C'est territoire public. Juste pour vous dire une chose, c'est un territoire nouveau. Si j'allais chasser là cette année, j'avais déjà été dans ce coin-là, mais plus, disons, vers le sud. Je n'avais pas été exploiter les places que j'avais été. J'avais été là plusieurs années, là. Je parle d'à peu près 10 ans. C'est sûr que c'est pas les mêmes bûchers, etc., mais je n'ai pas chassé ce que j'ai chassé là. Puis, si je retournais là cette année, si je retournais, je serais nettement avantagé. Là. Si j'avais 9 jours de chasse, comme j'ai la chasse dure 9 jours, je prends 9 jours de chasse dans cette zone-là, à l'arc, tout ce que j'ai connu cette année avec la prospection, surtout avec 3 jours de chasse, 2 jours et demi, parce que samedi matin, je n'ai pas chassé, c'est déjà beaucoup de connaissances. C'est pour ça que je dis tout le temps que la connaissance d'un territoire, l'avantage de connaître ce territoire, c'est un sérieux avantage. Si j'allais chasser là, supposons dans les 4 prochaines années, puis vous restez abonné à mes DVD, vous verrez que 2013, 2014, 2015, 2016, je suis rendu en 2016, j'ai chassé là, ça serait probablement, j'aurais pas mal d'actions, puis j'aurais déjà énormément de connaissances par rapport à aujourd'hui.
Fait qu'un chasseur qui chasse toujours sur le même territoire est avantagé. Moi, j'aime ça, changer de territoire. Je ne retournerai pas là cette année. Je pourrais. Peut-être que je vais y retourner peut-être l'année prochaine, en 2015. Mais je veux encore là trouver d'autres territoires. Puis, ce qui m'amène un peu à vous mettre en appétit sur ce qui s'en vient pour les prochaines, le prochain abonnement. Mais premièrement, je veux faire une chasse avec ma fille. L'année passée, j'ai fait tuer un chevreuil ici sur mon terrain, pas loin d'ici, là, sur un nouveau terrain, un lot avec un chalet que je me suis acheté cette année, que j'invite le monde à venir suivre la formation en forêt, pour ça que j'en parle. C'était juste ici, pas loin, son chevreuil. Puis là, ma fille, ma deuxième, elle a 12 ans. Puis, elle est maniaque de chasse, elle a tué plusieurs orignaux et chevreuils sur des jeux, sur un ordinateur, mais elle n'a jamais chassé comme tel. Là, vous la voyez présentement. Là, je lui montre comment tirer. Ça s'est tiré de la carabine à plomb, ça s'est miré avec ça. Elle va savoir tirer de l'arbalète aussi, de l'arc, c'est un petit peu plus dur. Là, je monte un peu. Elle a déjà une petite base, mais là, je vais lui montrer un peu tout ce qui peut arriver en situation de chasse. C'est le fun, elle est débutante. Fait qu'elle n'a pas aucune mauvaise habitude, puis elle va écouter ce que je vais lui dire. Fait que je vais lui faire tuer un orignal. Elle a 12 ans, je l'ai emmené dans le bois, puis je vais lui faire tuer un orignal. Je vais prendre un 4 jours à peu près, là, pas trop qu'elle manque d'école, en 2014, pour lui faire tuer un orignal à l'arbalète. C'est une des promesses que je fais à ma fille. Là, je veux lui faire tuer un orignal. Puis, ce qui m'amène à une autre promesse que je fais. Là, vous vous souvenez, ceux qui ont regardé le DVD Technique de chasse à l'orignal, tome 2, j'avais promis un gros bas. Pour différentes raisons, là, ça partie de l'histoire, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. J'avais promis un gros boc, puis moi et Eric, on a accompli cette promesse-là. J'avais dit aussi que j'allais la refaire à un moment donné. Cette année, je la refais. Je le fais officiellement, je mets ma réputation en jeu, si on peut dire, que cette année, je vais tuer. Vous avez vu le boc que j'ai tué en 2007, le boc que j'avais promis. Cette année, je vous promets un boc plus gros que lui. C'est territoire public, dans un territoire où je n'ai jamais été chassé. J'aimerais que vous, ceux qui regardent ça, que vous pouvez commenter sur des réseaux sociaux ou des forums, ceux qui savent où est-ce que je vais aller, j'aimerais que vous ne le dites pas. Premièrement, j'avais le choix entre plusieurs territoires. J'avais regardé les territoires sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-Jean. J'ai regardé les territoires peut-être un peu plus dans le nord, parce que j'ai déjà accompli la promesse de Bas-Saint-Laurent. Je vais peut-être aller un petit peu plus au nord. Ceux qui savent où ce que je vais, dites-les pas. Par respect par les chasseurs qui vont là. Pas pour moi, pour avoir des chasseurs dans les jambes. Là. Je sais que c'est pas mal que ça marche. Là. Puis je vous promets cette année, un gros boc. Là, vous allez tout voir. Je vais être là avec Eric. Puis vous allez tout voir ce qu'on va faire pour emmener un gros boc. Là, je pars à zéro. Le seul accès que j'ai là au moment où je parle, le territoire, j'ai spoté comme ça, j'ai eu le choix plusieurs territoires. Qu'est-ce qui m'a fait choisir les territoires comme ça? C'est Google Earth. Là, le seul accès que j'ai, c'est Google. Je n'ai pas été voir, je n'ai pas mis une pied là encore. J'ai regardé sur Google, les habitats, tout ça, la pression de chasse que je devine, l'accès au territoire. Là, vous allez voir ça, ce que je fais sur Google. Puis après ça, vous allez voir la prospection avec Eric. On va partir un peu comme on a fait dans le premier DVD, le premier abonnement de DVD. Là, c'est un territoire plus différent un petit peu. On y va vraiment pour le gros boc. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire pour en venir à... Je mets ma réputation en jeu, je garantis que je vais tuer un gros boc. Pour en venir à ça, que vous allez être capable de dire là, à vos partenaires de chasse, à vos conjoints, dire cette année, je garantis, je vais tuer le boc de ma vie. Si vous faites les étapes, pourquoi ça marche pour moi, ça va marcher pour vous autres aussi. Là. C'est sûr qu'il n'est pas tué encore, je vends de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je vous le dis, je vais en tuer un gros boc, plus gros que j'ai tué en 2000. On parle d'un 50 pouces en montant. Je mets ma réputation en jeu. Vous allez tout voir la séquence. Ceux qui sont abonnés au DVD, vous voyez tout ce que je vais faire durant la saison morte. Puis quand la chasse va commencer aussi, pour en venir à accomplir ma promesse. Fait que c'est ça que je vous promets pour la deuxième année d'abonnement, mes DVD. Je vais toujours faire de mon mieux pour... le but, c'est que les chasseurs qui s'abonnent à ces DVD-là, qui un jour, peut-être cette année ou l'autre, ou dans 5 ans, 10 ans, que vous récoltez votre orignal grâce à vos abonnements. Là, ça va être un bon investissement pour vous. Peut-être parce que les images que vous allez vivre, les erreurs qu'on va faire, ou qu'on contre, ou les ajustements qu'on fait par rapport à une situation, vont vous aider pour vous. Peut-être les connaissances qu'on vous montre en montrant des entrevues avec des biologistes, des vétérinaires. Il y a aussi d'autres guides que je vais interviewer pour les prochains abonnements. Tout ça, que peut-être cette année ou dans l'autre, ou dans les prochaines années, que vous récoltez votre orignal grâce à ce que vous avez vu dans ces DVD-là. C'est ça mon but, que chaque chasseur il trouve son compte, que ça devienne finalement de meilleurs chasseurs avec ce qu'on vous met comme contenu dans les DVD. Un gros merci tout le monde. Puis le premier numéro du deuxième abonnement va arriver au mois d'août, fin août à peu près. Peut-être début septembre, mais ça va arriver vers la fin août. On va retourner voir Bucky.
Voir Cascade-L'air, pour ceux qui sont abonnés depuis l'an passé, vous savez de qui je parle. Bucky, c'est le boc chez la famille Gagnon aux eaux de Falardeau. On va retourner le voir. Idéalement, je vais essayer de passer là durant le route, mais c'est sûr que dans le route, je suis un gars quand même assez occupé, là. Mais je vais essayer de passer durant le route un peu pour le taquiner un petit peu, mais on va juste aller voir quelle sorte de mâle il est devenu encore cette année. Il va avoir 5 ans et demi cet automne. Fait que je vous en dis pas plus. J'espère que vous allez vous réabonner. J'espère que vous avez aimé votre première année d'abonnement. Comme là t'en bâtis une. T'as commencé une histoire, là, c'est le fun. C'est pas rien qu'un film juste là-dessus. On va le voir 3 fois encore avec l'abattage là-dessus. On parle comme si c'était fait. Mais c'est ça le défi. Pas le choix, je l'ai promis. Fait que là, on est quoi? Là, on est le 12 mai, on est le printemps. Fait qu'on fait pas ça 14. à la place. Le 14. Là, ça passe vite. Ben, je commence juste à prospecter, moi, c'est tout. La neige, hein, c'est pas créable, ça part cette année. Mais c'est ça, les gars vont pouvoir suivre. Puis là, c'est à nous autres à bien se préparer. Il faut penser à tout. Là-dessus, on va les prospecter un petit peu. Oui. Pour ce territoire-là? Oui. 2 jours. 2 jours. En juin, ça va être le fun. Ouais, ça va être des mots. Fait qu'au moins, ça va nous donner un aperçu. En espérant qu'on va emmener nos cannes à pêche, essayer de pogner une coupe de poisson au passage. Ouais. C'est le fun, ça. Fait que c'est à suivre. Ben, c'est lui qui filme, mettons, peut-être. C'est moi! Oh. Ok, là, regarde, Olivier filme ce qu'on fait. Bon, là, je vais me couper. Barré. Ouais, c'est bon. On va l'en remettre. Ouais, ça n'a, c'était pas un coup de chance. C'était pas pour chance. C'est barré. Je sais, papa. Puis à cette heure, là, Hey, faut que je prenne back. tu vas la tirer dans les airs, faut la pogner au bol. Papa! J'ai essayé de dire que la caméra est pas là. Concentre-toi sur ta cible. Vise le milieu de la canne. Là, il y a un point de rond dessus, là. Vise droite. Faut que tu te concentres sur un point précis, là.